Le gouvernement allemand a annoncé ce dimanche un nouveau plan d'aide pour atténuer les effets de l'inflation, un plan à 65 milliards d'euros. Alors que 32 réacteurs sont actuellement à l'arrêt en France, EDF s'engage à relancer l'ensemble du parc nucléaire d'ici à février 2023. En Ukraine, face au bombardement sur Nikopol, de nombreux habitants prennent la décision de quitter leur domicile durant la nuit pour aller dormir ailleurs. Quelques jours après la mort de Mikhaïl Gorbatchev, les habitants de son village du sud de la Russie évoquent une autre image du dernier dirigeant de l'URSS. Le gouvernement allemand a annoncé ce dimanche un nouveau plan d'aide pour tenter d'atténuer les effets de l'inflation. Il s'agit du troisième plan d'aide en Allemagne depuis le déclenchement par la Russie de la guerre en Ukraine fin février dernier. Ce plan est d'environ 65 milliards d'euros lorsque vous additionnez le tout, et il s'agit d'environ 95 milliards d'euros si vous incluez les deux premiers plans d'aide. Après des discussions compliquées au sein de la coalition au pouvoir, Berlin a finalement plaidé pour l'introduction au niveau européen d'une contribution obligatoire pour les entreprises du secteur énergétique qui pourrait rapporter plusieurs dizaines de milliards d'euros selon le ministère allemand des Finances. Nous utiliserons tous les milliards récoltés pour soulager les citoyens. Cela permettra d'avoir un approvisionnement de base en électricité à des prix plus avantageux. Initialement, le chancelier social-démocrate prévoyait de s'attaquer à la spéculation sur le marché de l'énergie et aux bénéfices exceptionnels réalisés par des producteurs qui profitent, selon les mots d'Olaf Scholz, de prix du gaz record. Il avait pour cela le soutien des écologistes, mais le camp libéral représenté par le ministre des Finances Christian Lindner s'y est farouchement opposé. Parmi les 65 milliards d'euros de mesures figure notamment un chèque énergie unique de 300 euros pour plusieurs millions de retraités et de 200 euros pour les étudiants. À noter également que le gouvernement prévoit un paiement des frais de chauffage pour les personnes qui bénéficient d'allocations logement et une enveloppe d'1,5 milliard d'euros pour financer une nouvelle aide sur les transports publics. Cette dernière doit permettre de remplacer le fameux abonnement à 9 euros par mois en vigueur jusqu'à fin août et qui permettait d'utiliser le réseau de bus et de trains hors ligne à grande vitesse. La France va-t-elle connaître des coupures d'électricité cet hiver? C'est en tout cas ce que veut éviter à tout prix le gouvernement. À l'issue d'un conseil de défense, la ministre de la Transition énergétique a assuré qu'EDF s'était engagé à relancer l'ensemble du parc nucléaire d'ici à la mi-février 2023. Sur l'électricité, vous le savez, 32 réacteurs sont à l'arrêt, dont certains pour corrosion sous contrainte et d'autres pour les maintenances habituelles. EDF s'est engagé à redémarrer tous les réacteurs pour cet hiver. Nous suivons la situation au plus près avec des points hebdomadaires et nous sommes particulièrement vigilants à ce que ce calendrier soit tenu. Actuellement, presque toutes les centrales nucléaires sont concernées par la fermeture d'un ou plusieurs réacteurs. Mais selon les projections d'EDF, 27 réacteurs doivent redémarrer d'ici à la fin décembre, suivis de 5 autres entre début janvier et mi-février 2023. Toutefois, beaucoup s'interrogent sur la capacité de l'entreprise à tenir ce calendrier, notamment pour les 12 réacteurs arrêtés pour des problèmes de corrosion. Les réparer demande des opérations longues et complexes. Par ailleurs, d'autres problèmes pourraient être détectés entraînant la fermeture de nouveaux réacteurs, a alerté le président de l'autorité de sûreté nucléaire Bernhard Rotzouk. La première ministre Elisabeth Borne a en tout cas pressé la direction d'EDF de trouver des solutions rapidement pour éviter de devoir redémarrer une centrale à charbon cet hiver. Cette baisse de production, couplée à une utilisation réduite du gaz russe dans les centrales thermiques, continue en tout cas de faire exploser les tarifs. Le prix de gros du mégawattheure a ainsi été multiplié par 10 en un an, atteignant les 1 000 euros. En Ukraine, face au bombardement sur Nikopol, de nombreux habitants de la ville et des localités voisines ont pris la décision de quitter leur domicile durant la nuit pour aller dormir ailleurs dans la région de Dnipropetrovsk. Depuis près de 2 mois, Nikopol, situé à environ 10 km en aval de la centrale nucléaire de Zaporijjia, est attaqué. Cette professeure de mathématiques, contrainte de dormir sous une tente avec son mari, rentre chaque jour à Nikopol pour vérifier l'état de sa maison et travailler.
Jusqu'à présent, la maison est intacte. Chaque fois que nous partons, nous sommes inquiets. Je prie Dieu pour que nous puissions revenir dans notre maison et qu'elle soit intacte. Certaines personnes se sont retrouvées sans maison. Les Russes bombardent la nuit quand les gens dorment. Au cours des derniers jours, ils ont même commencé à bombarder pendant la journée. Cette femme espère, elle aussi, pouvoir rentrer chez elle à Nikopol avec son fils et que les Russes soient chassés de la centrale. Nous n'avons pas peur de la centrale de Zaporizhzhia, mais peur pour les gens d'ici. Les soldats russes bombardent la centrale et accusent ensuite nos soldats. Pour les Ukrainiens, ça n'a pas de sens de la bombarder parce que l'Ukraine sait ce qu'a été Tchernobyl. Personne n'aurait l'idée de bombarder la centrale nucléaire. Nous attendons avec l'espoir que les soldats russes en soient chassés. La centrale, qui reste au cœur des préoccupations nationales et internationales, a de nouveau perdu la connexion au réseau électrique externe. C'est ce qu'a annoncé ce samedi l'Agence internationale de l'énergie atomique. Plusieurs jours après l'arrêt des pluies, le paysage est encore noyé sous les eaux. Au Pakistan, où un tiers du pays a été submergé, l'aide internationale commence à arriver et les besoins sont immenses. 33 millions de personnes sont aujourd'hui sans abri. Ma maison s'est effondrée dans les eaux. Je traverse une période très difficile. Quand les inondations ont frappé, j'ai emmené mes enfants sur la route. J'ai pris ce que je pouvais dans ma maison. Personne du côté du gouvernement ne nous aide dans cette situation difficile. Plus de 1260 personnes ont perdu la vie ces dernières semaines. Pour beaucoup de réfugiés, les autorités les laissent désemparés. Mon village est submergé par les eaux. Nous n'avons même pas pu sortir nos affaires. J'ai réussi à évacuer mes enfants malgré les difficultés. Vous pouvez voir, nous n'avons pas reçu de rations, de tentes. Nous avons fait un abri en plastique et mes enfants sont à l'intérieur et sont en train de tomber malades. 29 avions d'aide internationale en provenance de Turquie, de Chine ou du Qatar notamment se sont posés ces derniers jours. La France a également fait parvenir des médicaments et des pompes. Une équipe de médecins est arrivée sur place, car des maladies comme le paludisme ou le choléra pourraient désormais se développer. Les autorités britanniques ont intercepté samedi dans la Manche une vingtaine d'embarcations avec à leur bord quelques 960 migrants. Selon le ministère britannique de la Défense, plus de 26 000 personnes sont parvenues à traverser la Manche depuis le début de l'année. Pour tenter de dissuader ces arrivées massives, le gouvernement entend transférer ces migrants au Rwanda. Mais à ce stade, aucun demandeur d'asile n'a été déplacé en Afrique après un jugement défavorable de la Cour européenne des droits de l'homme. En Italie, ce sont près de 460 migrants, dont 60 mineurs non accompagnés, qui ont atteint dimanche le port de Tarente, dans le sud du pays. Ces migrants avaient été secourus la semaine dernière par le navire Ocean Viking de l'ONG SOS Méditerranée. La plupart des rescapés sont originaires du Bangladesh et d'Égypte, mais aussi d'Afrique et du pourtour méditerranéen. Il a beau avoir passé une grande partie de sa carrière à Moscou. Dans son village de Privolnoï, dans le sud de la Russie, le dernier dirigeant de l'Union soviétique a laissé une trace indélébile. Suite à sa mort le 30 août, les derniers camarades de Mikhaïl Gorbatchev vantent ses engagements dès son plus jeune âge. À l'âge de 18 ans, lors d'une réunion de l'école, il a reçu l'ordre du drapeau rouge du travail. Enjoué, intelligent, cultivé, actif, il participait beaucoup pour notre école. Il participait aussi à des représentations artistiques. Il était aussi le secrétaire du Komsomol, l'organisation de la jeunesse du Parti communiste. Si cette figure politique est contestée dans son pays pour ses réformes impopulaires et son manque de fermeté face à la chute de l'URSS, dans son village d'origine, son parcours est encore félicité. Il a beaucoup aidé la communauté quand on le lui demandait. Le maire du village avant moi s'adressait aussi à lui. Il a aidé à construire l'église près d'ici. Il a aussi réglé les problèmes de coupole. Âgé de 91 ans, Mikhaïl Gorbatchev est décédé des suites d'une longue maladie. Ses funérailles dans la capitale russe samedi ont réuni des milliers de personnes, mais ont été remarquées pour l'absence du président Vladimir Poutine. De plus, contrairement à d'autres dirigeants morts avant lui, comme Boris Eltsine, aucun jour de deuil national n'a été décrété.
un signe flagrant de l'héritage controversé laissé par l'ancien homme d'État, plus de 30 ans après la fin de l'Empire soviétique.